Alors, Giulia D'Andrea, bonjour. Giulia est chercheuse à l'Université du Salento à Lecce. Elle présente aujourd'hui un travail portant sur la traduction d'une chanson de Brassens dans l'eau de la Clairefontaine, dont elle est l'auteur. Et elle réfléchit dans cette communication sur sa pratique traductive et octoriale, hein, je pourrais dire même, en mobilisant les instruments de la traductologie pour restituer le processus de négociation que comporte la recherche du rythme et de la rime, d'une part, et les contraintes imposées par le texte, d'autre part, dans la langue cible qu'elle choisit, c'est-à-dire le dialecte de Lecce dans les Pouilles. Merci, Giulia. Merci Marcella, bonjour à toutes et à tous. Et je tiens à remercier d'abord les organisatrices de ce colloque de m'avoir invitée, Mirella Conen en premier, Stella Manet et Anne-Marie Paillet. Et surtout, je remercie Mirella parce qu'elle m'a transmis le goût des chansons de Brassens depuis des années et parce qu'à travers cette riche intervention, j'ai beaucoup appris. Elle a notamment évoqué différents niveaux des dialogues. Alors je me suis tirée un petit peu par contraste et cela me permettra d'introduire mon sujet. Et en effet, ce ne sera pas un dialogue ayant effectivement eu lieu entre deux ou plusieurs personnes dont je parlerai, mais je tenterai d'expliciter plutôt le dialogue intérieur qui s'est déroulé, ça c'est ça? Oui. Et le dialogue intérieur qui s'est déroulé entre le moi traducteur et le moi traductologue lors d'une expérience personnelle de traduction chantée. Il est bien connu qu'en traduction ne peut se passer d'une réflexion sur la manière de traduire, comme en témoignent les premiers documents généralement cités dans les cours d'histoire de la traduction, on le sait bien. Inversement, le discours traductologique peut s'appuyer sur des exemples choisis, tirés des traductions analysées et servant à illustrer les idées du chercheur. Dans une interview publiée en 2010, à la question « Qu'est-ce qu'un traductologue ?», Jean-René Ladmiral répondait qu'on acquiert le statut de traductologue, je cite, à partir de la pratique traduisante, en passant par la réflexion sur cette pratique et par le développement d'une discipline, la traductologie, ou plutôt d'un ouvrage traductologique. Or, après avoir étudié pendant une certaine période des traductions de chansons du français en italien, en m'interrogeant notamment sur des questions liées à la notion de chantabilité, il m'a semblé naturel de me mesurer avec une pratique traduisante qui puisse nourrir une véritable réflexion traductologique concernant les textes chantés. Dans cette communication, donc, j'illustrerai un cas d'étude qui m'a vu engagée en tant que traductrice et traductologue, c'est Dans l'eau de la Clairefontaine. Une chanson de Georges Brassens publiée dans l'album Trompette de la renommée 1961, qui a déjà été interprétée en italien par des traducteurs-chanteurs tels Fabrizio De André, Nanni Svampa, Beppe Cherici et d'autres encore. Or, bien que l'italien soit ma langue maternelle, je n'ai pas voulu l'adopter comme langue d'arrivée. En optant pour un code dans lequel j'ai une compétence active un peu plus limitée, c'est-à-dire le dialecte de ma ville, le dialecte de la ville de Lecce, qui se trouve dans la partie méridionale des Pouilles, vous la voyez en rouge les Pouilles, en Italie. Comme vous le savez, beaucoup de chansons de Brassens ont été traduites dans certains dialectes d'Italie. Nanni Svampa, Mirella nous l'a dit tout à l'heure, est le premier à avoir eu l'intuition que le dialecte milanais des années 60 pouvait être apte à recréer l'univers de Brassens dans d'autres réalités socio-culturelles. Parmi les artistes qui ont traduit, on a mentionné justement le piémontais Fausto Amodei, il y a aussi le friulan Giorgio Ferigo et d'autres encore. Quant au dialecte de l'Italie du Sud, Mirella Conen a pendant longtemps fait l'hypothèse qu'il soit également apte à recréer l'univers de Brassens. Et, au fil du temps, elle a même incité des gens à relever ce défi. Le corpus le plus consistant de ces traductions induites, comme elle les appelle, est représenté par les versions en sicilien de Salvatore Pagano,
Puis, il existe des chansons isolées, comme par exemple La supplique pour être enterrée dans la plage de Sète, traduite en dialecte de Bari par Vito Carofiglio, ou Le Gorille, traduite par Adriano Cozza à partir du texte Pivot de Fabrizio De André. Donc cette fois-ci, c'était une traduction chantée qui a servi de pivot pour une autre traduction chantée à l'encontre de ce qui s'est passé avec les traductions à lire de Svamp et Mascioli qui ont à leur tour produit des traductions chantées. À ma connaissance, il manquait donc une traduction dans le dialecte du Salento. C'est à partir de ce constat que le moi traductologue s'est interrogé sur l'opportunité de combler ce vide et qu'il a proposé à la traductrice que je suis de traduire Brassens vers une langue faisant partie de son répertoire linguistique personnel. J'ai donc relevé le défi de vouloir réaliser une traduction à la fois crédible et chantable. Or, si le but de ma traduction était avant tout celui de satisfaire aux exigences traductologiques, le choix de la chanson à traduire a été dicté par mon goût personnel. Il se trouve que le choix de Dans l'eau de la Clairefontaine comme objet d'une traduction en dialecte va manifestement dans une direction contraire à celle indiquée par Nanni Svampa. Interrogé sur l'opportunité de choisir le dialecte ou l'italien comme langue d'arrivée en fonction des thématiques abordées dans les chansons, Nanni Svampa cite Dans l'eau de la Clairefontaine comme exemple de chansons qui auraient eu plus de chances de réussir en italien qu'en milanais. Évidemment, derrière cette réponse se cachait l'option traductologique qui était la sienne quand il traduisait en dialecte, à savoir la volonté d'une véritable recréation à travers la territorialisation dialectale. Cette chanson évoque plus qu'elle ne raconte. Et l'ambiance bucolique qui fait de décor à la scène aurait pu être difficilement située dans une ville comme Milan. Autrement dit, Svampa parlait du choix entre son dialecte et l'italien. En revanche, c'est justement à raison de ce décor naturel que la chanson a pu être recréée dans un dialecte comme le mien, parlé dans une presqu'île du talon de la botte de l'Italie, une terre baignée aussi bien par la mer Adriatique et par la mer Ionienne. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que dans cette chanson, les éléments naturels, tels l'eau, le vent et la végétation, ne sont pas moins importants que l'histoire racontée. Qui plus est, l'emploi du dialecte sera utile à recréer la connotation archaïsante apportée à la chanson par certains éléments lexicaux, tels la fontaine, le cotillon, le corsage. Or, pour nous focaliser maintenant sur des questions plus proprement techniques concernant la langue d'arrivée, il a été maintes fois souligné que certains dialectes d'Italie appartenant à l'ère gallo-romane sont particulièrement compatibles avec la création de vers occitans. Cela a été souligné aussi bien par des traductologues que par des traducteurs eux-mêmes. Ce qui représente un véritable atout pour la traduction des chansons françaises, car il est notoire que la langue italienne n'a pas la même propriété. Ayant développé ailleurs cette problématique, je me contenterai ici de rappeler qu'en italien, faute d'un nombre important de mots occitans, les stratégies métriques adoptées comprennent d'une part la troncation et d'autre part l'emploi en fin de vers de mots monosyllabiques, de mots proparoccitans ou de mots se terminant par des diphtongues descendantes. Ces stratégies sont utilisées depuis longtemps pour résoudre cette vieille question qui hante aussi bien les traducteurs français-italiens que les paroliers italiens. Or, en choisissant mon dialecte comme langue d'arrivée d'une traduction chantée, j'ai donc voulu voir aussi par quelle stratégie métrique on pouvait traduire des vers occitans dans le dialecte du Salento, et notamment dans le dialecte parlé dans l'ère de Lecce. Il s'agit d'une variété romane qui a 5 voyelles, système à 5 voyelles, vous voyez en violet, et A, E, I, O, U. Il n'y a pas d'opposition E fermé, E ouvert, donc il n'y a que 5 voyelles. Et le trait le plus saillant du point de vue des consonnes, ce sont les consonnes rétroflexes que vous allez écouter tout à l'heure, et dans quelques minutes. Mais les traits spécifiques
qui a plus de conséquences pour la traduction chantée, c'est le fait qu'il y a le maintien des voyelles atones en syllabe finale. En effet, la non-chute des voyelles finales en position postonique rend en principe plus difficile la recréation des vers occitons du français, à l'encontre de ce qui se passait dans certains dialectes du nord de l'Italie. Donc, avant de vous proposer un échantillon de mes choix de traduction, rappelons brièvement en quoi consiste une traduction chantée, parce qu'à l'encontre d'une chanson originale qui peut être créée aussi bien à partir du texte qu'à partir de la musique, sauf les rares cas où elle naît comme un tout, une traduction de chanson implique la présence d'une musique donnée, sur laquelle devra pouvoir se chanter le texte d'arrivée. C'est ce qu'on appelle la chantabilité, une notion familière aux paroliers qui écrivent des paroles de chansons dont la musique existe déjà. Pour que ma traduction soit chantable, j'ai adopté une méthode suggérée, elle aussi, par des critères métalinguistiques. En effet, les paroles des chansons de Georges Brassens, dépourvues de leur musique, ont des propriétés métriques assez singulières, car elles présentent des régularités sur les plans du mètre, de la cadence et de la rime. Mon hypothèse de départ consiste à poser que chez Brassens, la chantabilité d'une traduction passe par la construction d'un texte d'arrivée qui ait les mêmes caractéristiques métriques du texte de départ. Cette hypothèse se fonde sur le constat que ces chansons sont généralement composées en style syllabique, c'est-à-dire que chaque syllabe correspond presque toujours à une note. Les vocalismes sont éventuellement réservés aux cadences en général. Prenons la chanson d'Allo de la Clairefontaine qui fait l'objet de cette étude. Son texte s'articule en 6 quatrains d'octosyllabes où la cadence féminine alterne avec la cadence masculine. Quant à la rime, à première vue, il s'agirait d'un schéma de rime alterné, mais en réalité, il y a des cas de rime vocalique ou d'assonance au 3e et 4e couplet, rose, grosse, vigne, petite sont en assonance. La rime proprement dite, donc, ne concerne que les paires de vers, ce que Benoît de Cornulier appellerait des quatrains rimés en AA. Notons au passage que ces deux couplets, le couplet 3 et le couplet 4, qui sont les couplets qui se trouvent au milieu de la chanson, présentent des parallélismes lexicaux et morphosyntaxiques, ici marqués en italique, qui peuvent s'interpréter dans l'optique proposée par Cornulier comme un fond d'équivalence pour la mise en évidence de contrastes au niveau lexical. Les contrastes sont ici marqués en gras. On pourrait appeler ces contrastes contre-équivalence suivant la terminologie de Benoît de Cornulier. Loin de représenter une forme de rime manquée, l'assonance ou rime vocalique, de même que les contre-équivalences, ne sont-elles pas à interpréter comme des caractéristiques issues de la poésie de tradition orale ? N'oublions pas que le titre de cette chanson cache une référence allusive à la chanson populaire à la Clairefontaine. Chez un auteur comme Brassens, particulièrement attentif à ce genre de phénomène, il me paraît important de le souligner et d'en tenir compte en phase de traduction. Alors, passons à l'analyse de quelques choix de traduction. J'essayerai d'expliciter la manière dont les exigences traductologiques, justement, ont dialogué avec celles du traducteur. Par le caractère atemporel de la scène décrite, cette chanson se prête bien à être resituée ailleurs. Ce choix est la réponse à une question. Le choix de situer ailleurs est en particulier dans un endroit qui s'appelle la Grotta della Poesia, est la réponse à une question spécifique posée par la traductologue au tout début de l'opération de traduction, à savoir, dans quel territoire du Salento pourrait-on situer cette histoire pour que l'universel puisse se recréer dans le particulier, comme le dit Mireille Laconen dans ses écrits. L'idée est venue tout de suite de choisir la grotte de la poésie, ainsi nommée sur la base du grec posia, bu, terme qui indique une source d'eau douce, faisant écho à la fontaine évoquée par Brassens. À cette étymologie savante du toponyme ferait concurrence une étymologie populaire. Selon une légende locale,
des poètes et des écrivains se rendaient souvent à cet endroit de la côte adriatique, car une belle princesse avait l'habitude de s'y baigner. Quelle qu'en soit l'étymologie la plus correcte, les deux propositions sont toutes deux cohérentes avec la chanson de départ. Et la mention du toponyme dans le texte d'arrivée a pour effet d'en augmenter la crédibilité et d'en faciliter la réception par le public du Salento. C'est là que ma traduction a commencé à prendre forme et que les premiers vers sont venus à mon esprit l'un après l'autre. Dans leur première version, ils sonnaient plus ou moins comme ça. C'est le premier couplet dans sa première version. Donc on va voir un petit peu la genèse, disons, du premier couplet. Sta scia cu se face lu bagno alla grotta della poesia, stianuta fencallo carcagno, c'è beggia ca era già scia. Le maître et la rime alternée étaient sauvegardés avec succès, mais le schéma accentuel du vers de ne fonctionnait pas. Bien que le nombre de syllabes soit correct, la position du premier accent de vers sur le O de grotta, en troisième position, n'était pas compatible avec la structure musicale de la chanson. Pour éviter un déplacement d'accent qui aurait dénaturé soit la musique, soit la langue, après quelques tentatives, le vers 2 a été modifié par la jonction de la locution prépositionnelle amerua et la conséquente contraction du toponyme grotta della poesia en grotta poesia. La locution prépositionnelle amerua, qui signifie près de, non seulement contribue à atteindre une parfaite chantabilité, mais elle présente un degré d'idiomaticité plus accentué que celui du simple article contracté alla, qui calquait la structure de l'italien. Quant à la contraction du toponyme, elle a pour but de compenser l'ajout de syllabes et de rétablir ainsi le maître du vers. À ce moment-là, la traductologue est entrée de nouveau en scène. Pour relever le manque de cohérence entre l'action décrite au premier vers, elle allait se baigner, ça veut dire elle allait se baigner avec aller comme verbe de mouvement, et celle du troisième vers, elle était nue jusqu'aux pieds. Dans la fougue de créer une traduction qui soit parfaitement chantable, la traductrice ne s'est pas rendue compte que la protagoniste de sa chanson semblait s'être déshabillée bien avant de se baigner. Il a donc fallu intervenir encore pour que le procès exprimé par le verbe aller ne soit pas saisi pendant son déroulement, mais soit donné comme accompli. Voici la version définitive avec le verbe au plus que parfait. Iasciuta se face lu bagno, ammero alla grotta poesia, stianuta fencallo carcagno, c'è beggia ca era già scia. Faute de temps, je ne pourrai pas examiner tous les textes traduits. Je ne sais pas combien de minutes il me reste, juste pour choisir ce que je dois enlever éventuellement. 5 minutes. D'accord, c'est bon. Et donc, je vais juste évoquer des choix effectués qui sont intéressants du point de vue du dialogue, justement, entre le moi traducteur et le moi traductologue. Par exemple, il y a des choix lexicaux qui ont... dans le deuxième quatrain, qui est aussi venu à l'esprit tout facilement, tout spontanément, il y a le mot faugno, qui est un mot qui fait couleur locale, parce que malgré l'identité d'étymologie avec le vent français, ça veut dire autre chose, c'est une chaleur humide, et donc j'ai renversé le truc, c'est pas le vent soudain, la saute de vent soudain, mais je dis que la chaleur, la touffeur se termina, et donc finalement, il y a eu un peu de frais qui a permis aux vêtements de s'envoler. Et dans ce cas, le commentaire peut venir après, le commentaire du traductologue est venu après la traduction, pour repérer la valeur phonosymbolique du phonème OU, répété au premier vers, évoquant le bruit du vent. Je vais vous le lire. Spicciao, lu, faugno e luientu. Vous voyez, il y a beaucoup de OU, voyelles et semi-voyelles. Ou l'inversion verbe complément au deuxième vers, all'aria la esta menau au lieu de menau, qui est le verbe, la esta, complément d'objet direct, all'aria. Et donc, après avoir apprécié la chantabilité de ce vers, la traductologue a réfléchi au pour et au contre de l'ajout lexical de faugno, qui a l'avantage de renforcer la couleur locale. Un autre mot qui fait très couleur locale, c'est capicalata,
Sainte n'y touche, qui a pour effet dans un autre couplet d'exprimer parfaitement l'idée de malice discrète ou de fausse ingénuité associée à la protagoniste de cette chanson. La traduction terminée, le moi traductologue n'a évidemment pas fini son travail parce qu'il y a beaucoup de traductions des chansons de Brassens et donc le traductologue, la traductologue que je suis, a voulu analyser mon texte d'arrivée a posteriori et le comparer aux traductions italiennes de la même chanson et notamment a Nell'acqua della Chiara Fontana de Fabrizio De André et à Nell'acqua del laghetto de Nanni Svampa. Il s'est ainsi aperçu que certaines solutions traductives étaient comme des calques par rapport à ces versions italiennes. Voici des exemples significatifs. Alors, le mot ulia, au début du troisième couplet, tout en étant une troisième personne du singulier du verbe vouloir, est homophone de la première personne de ce verbe. Serait-ce donc un hasard que chez De André ce couplet soit introduit justement par le verbe vouloir à la première personne et que chez Brassens ce n'est pas comme ça. Puis au troisième et au quatrième couplet, le deuxième vers se termine par la conjonction adversative ma, qui a l'avantage de créer un vers occiton par son caractère monosyllabique. Chez Brassens, cette même conjonction n'est présente qu'au quatrième couplet, mais au début du vers suivant. Dans mon texte d'arrivée, il y aurait donc une sorte d'enjambement. Ulia cunia chiudo fiuri cusse pozza estere ma, la stria era una mazza de scupa e nu fiuru sulu bastau. Cet enjambement n'est pas sans rappeler celui de Nell'acqua del laghetto de Nanni Svampa. En effet, dans la même position, Nanni Svampa mettait la conjonction adversative però, ayant elle aussi la propriété de rendre le vers occiton. La traductrice que je suis, interrogée par son moi traductologue sur la nature de ces analogies, a tout de suite nié le caractère intentionnel de tel choix, c'est-à-dire qu'elle a avoué ne pas avoir eu recours explicitement aux traductions italiennes de la même chanson. Néanmoins, elle a dû admettre que très probablement sa mémoire auditive a joué un rôle non négligeable dans l'élaboration de ces sortes de calques, notamment dans le cas de la version de Fabrizio De André, écoutée et appréciée avant même de connaître la chanson de Brassens, et pendant longtemps reçue comme si c'était une chanson originale à tous les effets. Donc ce dernier exemple montre que d'autres voix se sont glissées dans le soliloque qui fait l'objet de cette communication. Mais cette fois-ci, le mot « voix » est à prendre au sens propre. Pour conclure, puisque le but de toute traduction chantée est d'être chantée et reçue justement, je vais essayer de vous faire écouter ma version en dialecte, en profitant de la gentillesse de Bruno Granier qui a accepté de bien vouloir m'accompagner à la guitare, même si ma voix n'est pas celle d'une chanteuse professionnelle. Vous m'excuserez. Alors, vous verrez le texte de la traduction en dialecte en bleu, ce que je chanterai. Et puis, vous allez voir en rouge la traduction littérale de ma traduction chantée pour que vous puissiez suivre le texte. Et je remercie Catherine Camulli qui m'a aidé à lire cette version littérale.
se face il bagno a Meru alla grotta poesia stianuta fencallo carcagno c'è beggia era già scia scicciao fa ugno e luiento all'aria esta menau già fiata fui muto contento beggia scia mi chiamavo via cunia chiudo fiori se pozza estere ma la sciera una mazza te scupa e un fiume solo basta alcuni con su una esta ucce qua ciupampane ma veniano vitino te vespa e na foglia sulla basta mi fice già striale chiurizzu razze sau e come un cignai l'ancarizzu la scia tutta nuda restau ma parza una capi calata cioè ormai mi piacia te tanto ogni giorno a tornata a Meru alla grotta poesia Merci Giulia.